Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Joyeuse fête de fin d'année avec l'épisode 98. Mademoiselle, madame, monsieur, bonsoir, bonjour, c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve avec Guy. Bonjour Guy. Eh bien, bonjour Marc, vous nous avez manqué et nos auditeurs nous ont manqué, Marc. Oui. Tout d'abord, je tenais à m'excuser profondément. Comme je l'ai déjà fait à travers une vidéo que j'ai envoyée à nos abonnés Tipeee, qui commence à bien sauter parce qu'effectivement, 2018 pour nous a été une année assez difficile, en tout cas pour moi, parce que mon employeur a décidé de changer mes fonctions. Et il y a eu quand même un grand chamboulement parce qu'ils ont coupé l'entreprise en deux. Et ils ont vendu la moitié à un fonds de pension, un fonds d'investissement, un hedge fund. Et je ne sais pas comment ça se fait, ils ont décidé de me garder moi et tous mes collègues ont été transférés à l'autre entité. Bref, il y a eu une espèce de gros bordel. Et encore, je pèse mes mots. Et on m'a alloué à de nouvelles fonctions avec plus de responsabilités. Genre, je fais maintenant le boulot de 4 personnes. Il y a donc 4 fois plus alors. Ah oui. Non, pas du tout. Ils m'ont augmenté de 8%, pour dire. Mais par contre, le temps, là, j'en ai beaucoup moins. Donc avec tout ça, je me suis retrouvé avec quasiment plus de temps pour moi, plus de temps pour mes enfants, ma famille. Et malheureusement, pour le podcast et pour nos auditeurs, ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'avais Guy qui était derrière. Bon, alors on enregistre quand? J'ai dit, mais écoute, je peux pas. Tu sais, ça a été assez intense de se réadapter. J'ai 2 nouvelles recrues à former. On m'a envoyé en voyage pour juste faire des passations de mais en fait, tu as quand même vu du pays, hein. Tu as été en Grèce, tu as été en Pologne. Oui, j'étais à Paris. On est arrivé le jeudi. Voilà. On est arrivé le jeudi à midi et je pars vendredi. Tu n'as pas pu faire du loisir en même temps. Oui, non, écoute. Oui. J'arrive le jeudi à midi, je repars le vendredi à 18h, et puis la semaine suivante, on m'envoie à Varsovie et après à Athènes, et puis au retour. Donc, l'avantage, c'est qu'on est sur les notes de frais, et l'avantage, c'est qu'on s'y connaît un petit peu en bouffe. On sait comment repérer un bon restaurant. Je connais pas les bons restaurants à Paris, mais ça n'empêche que j'étais avec un collègue qui n'avait jamais mis les pieds à Paris. Bon, qu'est-ce qu'on fait le soir? Tout le monde est rentré chez lui. On pourrait manger à la petite brasserie en bas de l'hôtel, ou alors, je dis, mais écoute, on va quand même aller voir la seule chose que tu dois aller voir quand tu es à Paris. Si tu n'as qu'une seule chose à aller voir, c'est quoi, Guy? La Tour Eiffel. Voilà. Donc, on y va par le Trocadéro. Et puis là, tu as cette Tour Eiffel qui apparaît resplendissante devant toi et scintillante. Et effectivement, c'est waouh. Et après, tu recherches un petit peu sur TripAdvisor et tu apprends à repérer un peu les bons restaurants. Et on s'est retrouvé dans un petit restaurant à côté, pas loin de la Tour Eiffel. Je crois que ça s'appelle le Bon Accueil. Et l'avantage à Paris, c'est que tu es quasiment obligé les bons restaurants, tu es obligé de réserver. Donc moi, je m'en suis rappelé une fois que j'étais rentré dans le restaurant. Je vois le restaurant était plein, je vois il y avait 2 tables vides et je dis, excusez-moi, j'ai pas réservé, on n'est que 2. Est-ce que vous savez quand même, il y aura moyen de moyenner quelque part? Et le gars, je vois qu'il était très embêté. Vous avez pas réservé, genre, Ouh là, vous auriez dû vilain. Comme si je l'avais insulté, lui et sa famille, comme ça. Comment osez-vous? Et puis je vois le gars hésite et puis finalement, il nous met à une des tables vides et il nous a avoué en fin de soirée qu'il a toujours un petit pourcentage, une proportion de gens qui ne viennent pas. Et donc finalement, il nous a donné sa table et puis on a mangé un petit menu gastronomique. Et je me suis souvenu de notre été dans le Roannais. On a mangé des cuisses de canard confites avec un petit côte rouennaise par-dessus. J'ai mis une photo d'ailleurs sur le compte Instagram de Parler Cuisine. C'était pas mauvais, je t'avoue, avec des petites dégustations en entrée. Enfin bref, les notes de frais, c'est bien fait pour ça. Et justement, ma chef a dit, faites-vous plaisir parce que je sais que c'est assez éreintant. Et quand tu as une journée comme ça où tu enfiles les réunions et tu as beaucoup d'informations à gérer, tu aimes bien décompresser comme ça avec un petit verre de vin. Et on a fait pareil quand on a été justement à Varsovie, ville que je n'avais plus vue depuis 20 ans. Et donc là, j'étais avec un collègue polonais. Et justement, c'était le jour de l'anniversaire de l'indépendance parce ça fait 100 ans qu'ils sont indépendants, paraît-il. Et donc, je me suis initié à la gastronomie polonaise. Bon,
c'est pas mauvais. Je vais pas dire c'est de la haute cuisine, mais c'était assez intéressant. Mais bon, apparemment, si on veut bien consommer les choses en Pologne, il faut toujours les consommer avec une vodka. Et ils ont comme ça une liste de vodka assez intéressante. Donc j'ai mangé de la vodka au Réfort. Enfin, j'ai bu. Oui, Bref, oui. c'est intéressant. Allez. Et puis après ça, effectivement, de nouveau, retour en Grèce. On arrive comme ça, mais tu sais, c'est des vols qui te font arriver à minuit, 1h du matin, et tu repars le surlendemain à des heures pas possibles. Donc, tu en profites pour emmener les collègues dans des bons restaurants. Et j'ai enfin pu déguster de la vraie nourriture grecque en Grèce, la cuisine grecque en Grèce. Et c'est ce que j'ai dit à mes collègues. Écoute, emmène-moi dans ce qu'il y a de plus typique de grec, parce que moi j'ai l'habitude de la nourriture grecque, enfin, de la cuisine grecque dans les restaurants grecs, ce qu'il y a chez nous. Et mais j'aimerais bien savoir en quoi ça se rapporte, enfin, si c'est aussi bon qu'ici. Et oh my, j'ai pas été déçu du tout. Bref, quoi qu'il en soit, c'était peut-être le seul plaisir que j'ai eu sur les 3 derniers mois parce que c'était très intense. Ça a été beaucoup de réunions, beaucoup de soirées. Et on ne s'est pas beaucoup parlé. Et puis en plus, il paraît que bon, Voilà. ça concordait un peu avec ta rentrée, où tu as, paraît-il, été très occupé, Guy. J'ai été très occupé, effectivement. Ton boulot a été aussi un petit peu chamboulé. Et puis après, on a enfilé les occasions de se manquer. Et maintenant, c'est ton ordinateur qui tombe en panne. Qui tombe un peu en panne, qui me joue quelques petits tours, donc je dois un petit peu chipoter, comme on dit. Mais enfin, le principal, c'est qu'on puisse enregistrer aujourd'hui et qu'on puisse donner quand même quelques idées à nos auditeurs pour les réveillons de fin d'année. Hein. Et voilà, tu avais préparé un beau menu de réveillon qu'on avait enregistré en plusieurs épisodes. En fait, à l'origine. Tu avais fait un réveillon, quoi, 2? Un pour le Nouvel An et un pour le Noël. Il y avait un pour Noël et un pour le Nouvel An. Et puis après, bon, ici, on va en donner un seul. Mais contrairement à l'année passée, nous avons exploré énormément de pistes avec toutes sortes de régimes et de possibilités vegan, sans sucre, sans gras, sans lactose, sans gluten, tout ce qu'on veut. Ici, on va revenir un petit peu vers du plus classique, avec des recettes, ma foi, assez... Bon, je dirais assez simple maintenant. Bon, évidemment, entre le simple pour le cuisinier professionnel et pour le cuisinier lambda, ce n'est peut-être pas la même notion, mais enfin, ce n'est pas trop compliqué quand même, à mon avis. Oui. Bon, donc pour un peu sauver les meubles avant la fin de l'année et pour quand même vous faire profiter du travail intellectuel de Guy sur le réveillon de cette année, je me suis dit on va peut-être quand même essayer de tout mettre en condensé pour quand même vous le fournir avant les fêtes de fin d'année. Et comme ça, pour vous donner l'inspiration, parce que ça a été quoi ton inspiration cette année? Mais c'est-à-dire que mon inspiration, je suis reparti pour l'entrée sur un plat que je connais très très bien pour l'avoir pratiqué lors de banquets il y a quand même une vingtaine d'années, et ce plat pour autant n'est pas démodé. On va travailler avec du saumon, et alors le saumon, c'est un produit qui par nature est un produit de fête. Le saumon fumé, les huîtres, le foie gras, ce sont le homard, ce sont les 4 grands plats d'entrée. Et ici, j'ai choisi le saumon en me disant que finalement, nos auditeurs allaient pouvoir travailler un produit eux-mêmes d'une part, et que le produit n'est quand même pas dans les plus chers. Le saumon est quand même moins cher que le foie gras. C'est beaucoup démocratisé, oui. Il s'est beaucoup démocratisé, même si de temps en temps, même si maintenant les prix sont quand même un tout petit peu à la hausse. Et on va travailler le suprême de saumon. Alors le suprême de saumon, ici, je vais vous le présenter en suprême de saumon fumé maison, avec une salade d'herbe hivernale et une vinaigrette aux érelles. De nouveau, les érelles participent un petit peu à la période dans laquelle nous sommes. C'est un fruit d'hiver qui accompagne traditionnellement le gibier, mais on peut le servir avec d'autres choses. Alors, quand je dis suprême de saumon, idéalement, vous deviez utiliser uniquement la partie supérieure du filet de saumon, c'est la partie la plus bombée, et ne pas utiliser la ventrèche. Maintenant, on peut très bien réaliser le plat ici avec le filet de saumon coupé transversalement et avec la ventrèche. Oui, donc ça, c'est ton entrée. Ça, c'est l'entrée, voilà. Oui. Et puis après, ce sera du gibier pour le plat principal et de la bûche glacée. Et là, nous allons rendre hommage à des auditeurs que nous citerons tout à l'heure au moment d'en parler, parce que c'est une bûche glacée brésilienne. Et quand nous avions parlé des crèmes glacées, entre autres la brésilienne, qui est une glace avec une appellation typiquement belge, nous avons reçu des éloges de la part d'auditeurs de Bretagne. Et ici, j'ai transformé cette coupe glacée en bûche glacée, et j'expliquerai comment on peut s'y prendre. Donc, on va commencer par le premier plat, qui est donc le suprême de saumon. Alors, je vais vous donner ici les quantités par personne, et puis vous adapter. Donc, par personne, il vous faudra un suprême de saumon, c'est-à-dire un morceau de poisson
idéalement sans peau ni arête. Ça, vous demandez à votre poissonnier de le faire, mais ce n'est pas compliqué, hein. Si vous achetez le filet de saumon vous-même et que vous voulez le faire parce que vous avez un petit peu d'habitude, vous devez d'abord enlever les arêtes. Alors comment on s'y prend? Il y a soit des pinces à arêtes qui sont conçues expressément pour cela, et le plus simple c'est encore ce qu'on appelle un économe, c'est-à-dire ce couteau qui permet d'éplucher les légumes. C'est un couteau à double lame. On passe les doigts de la main sur le saumon dans le sens opposé aux arêtes, c'est-à-dire en partant de la tête et en allant vers la queue. Vous allez avoir toutes les arêtes qui se trouvent au centre du filet qui vont émerger de la chair, hein, de 2-3 millimètres, et puis vous coincez l'arête dans une des lames de l'économe, donc de l'éplucheur. Vous donnez un petit quart de tour à l'économe avec la poignée et vous tirez et vous enlevez l'arête très facilement. Ça, c'est presque un jeu d'enfant de le faire. Il faut être minutieux, mais c'est vrai qu'il vaut mieux enlever les arêtes parce que c'est désagréable d'avoir des arêtes dans le poisson lorsqu'on mange par la suite sa portion. Donc, vous demandez soit à votre poissonnier de vous tailler les suprêmes, bien sûr, dans un filet sans peau ni arête, soit vous le faites vous-même, comme je viens d'expliquer. Alors, il y a un intérêt éventuellement à acheter le poisson brut, hein, en tout cas en filet avec peau et arête, parce que ça coûte à peu près 50% du prix par rapport au saumon qui a été paré, qui a été nettoyé par le professionnel. Il y a une raison à cela, c'est que d'abord, il va enlever la peau qui représente quand même un certain poids. Donc, il doit ramener son prix de vente en proportion du poids qu'il a perdu à la vente. Et puis, le temps de retirer les arêtes, ça prend quand même un certain temps. Il faut être minutieux. Tout se paye. Donc, le faire soi-même, si on sait le faire, vous permet de gagner quand même à peu près 40 à 50% du prix. Donc, il vous faut à peu près 125 à 150 grammes de poisson par personne. Il vous faudra un petit peu de mesclun, hein. Alors, j'ai mis dans le document que vous allez avoir en document annexe une poignée, mais ça, c'est vraiment au choix. Soit vous dresserez le saumon par la suite sur votre lit de salade et vous aimez bien manger de la salade, donc il vous faudrait une petite poignée. Sinon, vous mettrez simplement quelques feuilles en décoration autour de l'assiette. Là, il vous en faudra à peu près la moitié. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre dans le mesclin à cette saison-ci? De la salade de blé, hein. Salade de blé, tout le monde connaît, qu'on appelle également de la mâche. Il existe deux variétés, enfin plusieurs variétés, mais deux grandes catégories, je dirais. Il y a la mâche courte et la mâche longue. Je préfère quand même nettement la mâche courte parce qu'elle est plus croquante, les feuilles sont plus petites, mais les feuilles sont plus belles et elles se flétrissent nettement moins vite. Donc la mâche courte, moi je la conseille. Alors, quelques feuilles d'épinard. On trouve de l'épinard pour le moment. Bien sûr, il n'est pas récolté en plein air, il est certainement récolté en tunnel. Mais enfin, ce sont des jeunes pousses d'épinard, donc vous prenez des feuilles d'épinard comme ça. Alors, de l'endive de Bruxelles, donc du chicon. C'est vraiment une salade de saison. Alors ici, je vous conseille, c'est de la tailler en longueur. Donc, vous détachez les feuilles du chicon. Bien sûr, vous avez lavé le chicon avant, évidemment, hein. Vous détachez les feuilles et puis vous les taillez pour qu'elles soient le plus en longueur possible, légèrement en biseau. Plutôt que transversalement, vous allez avoir un plus beau volume et un aspect différent. Et puis, pour mettre un tout petit peu de couleur là-dedans, on vend également des endives de Bruxelles ou des chicons rouges, c'est-à-dire qu'il y a eu un croisement avec de la trévise, hein, et vous avez comme ça le bord des feuilles qui est ourlé de pourpre. Ça donne je dirais un plus à la présentation de la salade, et éventuellement un petit peu de trévise si vous ne trouvez pas ces chicons rouges. Pour 8 personnes, vous achetez un beau chicon blanc et un gros ou 2 chicons rouges, et vous avez suffisamment en plus du mesclin, enfin en plus des épinards et en plus de la salade de blé. Alors une vinaigrette blanche que vous allez préparer aux RL, je vous expliquerai comment on fait par la suite. Et puis une garniture de petits fruits rouges, une cuillère à soupe à potage par personne. Attention, ne prenez pas des fraises, des framboises, des cerises, c'est autre chose. Vous prendrez un petit peu de pépins de grenade, parce que c'est assez acidulé, ce qui va correspondre, je dirais, à la teneur générale du plat. Un petit peu de groseille rouge. Alors vous allez me dire, les groseilles rouges, c'est pas vraiment de saison. Je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, on trouve des raviers de 100-125 grammes, et de nouveau, pour 8 personnes, avec un seul petit ravier, vous avez la quantité. Il vous faut juste quelques grains par personne. Et puis après, des érelles, mais des érelles séchées. Alors, vous pouvez éventuellement mettre des érelles fraîches, mais des érelles fraîches, si elles sont crues, ce n'est pas très bon. C'est très acide, il y a des pépins, c'est pas tellement plaisant. Donc, vous prenez à ce moment-là plutôt des érelles déshydratées qui ont été sucrées, et vous en prenez 2-3 par personne. On trouve ça dans tous les rayons au niveau des fruits secs, hein. Vous avez les abricots secs, les dattes, les figues, etc. Vous trouverez des sachets d'érelles déshydratées. Alors, si on veut vraiment faire chic, faire riche, et faire un petit peu comme dans les revues de cuisine qui fleurissent dans toutes les
qui fleurissent plutôt dans toutes les bibliothèques, dans toutes les librairies. Une petite feuille d'or, il en faut, disons, une pour 4 personnes. C'est difficile à trouver. Le problème, c'est qu'il faut acheter souvent le carnet entier de 20 ou 25 pièces. C'est un investissement. Moi, j'ai un carnet qui dure depuis 25 ans. Hein. Pourquoi? Parce que je prends une feuille d'or de temps en temps, hein, et puis avec une pointe sèche, on la coupe en petits morceaux. Attention, quand on la place, il ne faut pas respirer, il ne faut pas de courant d'air, sinon ça s'envole. Hein, mais ça permet de donner, surtout pour un soir de fête comme le réveillon de Noël ou de Nouvel An, ça donne vraiment un petit cachet en plus, mais c'est vraiment facultatif. Et alors, ce qu'il faut également, c'est une petite herbe, soit un petit peu de ciboulette, un petit peu de dill, éventuellement un petit peu de verre d'oignon, mais l'idéal, c'est évidemment du dill qu'on appelle également de l'aneth. Alors, comment va-t-on s'y prendre pour préparer ce saumon fumé maison? Bon, c'est un plat qui se prépare en 2 étapes, c'est-à-dire que vous pouvez faire une grosse partie en mise en place et puis fumer le saumon au dernier moment si vous voulez qu'il vous soit servi tiède ou chaud. Parce que c'est un saumon qui est fumé à chaud, ce n'est pas un saumon fumé à froid comme le saumon fumé traditionnel que nous connaissons tous. Alors à l'avance, qu'est-ce qu'on fait? On va nettoyer ces salades, on va les essorer et on va les réserver. Hein, donc comme ça, tout est prêt, il n'y a plus qu'à les utiliser. Si on le fait à l'avance, les salades, qu'est-ce qu'on fait? On les remet au frigo, on met un papier film dessus ou bien un essuie légèrement humidifié. Alors, on prépare également la garniture de fruits rouges. Hein. Il faut, si on achète la grenade fraîche, la couper en 2. Avec une cuillère, on extrait les pépins. Hein, on les met dans un petit ravier. Mais on trouve également les pépins de grenade fraîches maintenant dans les magasins déjà nettoyés. La grenade a déjà été nettoyée. On égrène, on lave et on égrène, bien entendu, la grappe de groseille rouge pour les avoir à disposition. Si maintenant vous préférez mettre un petit grappillon de groseille rouge sur le saumon, vous pouvez le faire, mais ici, on va plutôt égrener. Alors, pour réaliser la vinaigrette aux érelles, comment fait-on? Alors, il y a 2 grands types de vinaigrettes. Il y a des vinaigrettes, disons, instables. C'est le propre de la sauce vinaigrette qu'on réalise avec de l'huile, du vinaigre, un peu de moutarde, et puis des herbes. Et puis, la vinaigrette stable, qui sont généralement des vinaigrettes blanches. Alors, on se sert pour faire ce genre de vinaigrette d'une petite cuillère à café de sauce mayonnaise qu'on a réalisée ou bien qu'on a acheté dans le commerce, qu'on remonte avec de l'huile et avec du vinaigre. Et ici, vous allez remplacer une partie du vinaigre par les érelles et vous allez mixer le tout ensemble. Et vous allez prendre des érelles fraîches. Alors, les érelles sont relativement acides. Vous en mettez l'équivalent pour 1 décilitre de vinaigrette. Vous en mettez l'équivalent d'une grosse cuillère à potage d'érelles. Vous mixez et puis vous passez au chinois de manière à ne pas avoir les pépins. C'est quand même beaucoup mieux. Et vous rectifiez l'acidité de votre vinaigrette avec un petit peu de vinaigre de vin rouge ou de vinaigre de vin rouge à la framboise. Ça peut évidemment donner un beau résultat. Donc, vous avez votre vinaigrette qui est faite. Il ne reste plus qu'à préparer le saumon. Donc, je l'ai dit, vous avez vos suprêmes. Vous allez les fumer vous-même. Alors, comment fait-on? Nous sommes allés voir sur Internet quel est le dispositif que vous pouvez vous procurer. Alors, vous imaginez une espèce de grosse boîte à chaussures avec un couvercle à glissière. À l'intérieur, il y a dans le fond une plaque en métal de la même dimension que le fond de la boîte. Et puis, vous avez une grille sur laquelle vous allez poser vos poissons, bien vos aliments à fumer. Alors, on vend cet article dans quasiment tous les magasins où on vend des articles de pêche. Il y en a à tous les prix. On doit prendre évidemment une boîte à fumer en inox, c'est quand même mieux que dans un autre métal. On achète également de la sciure. Alors, c'est de la sciure sous forme de farine de bois. Hein. Ce n'est pas de la sciure sous forme de petits copeaux. C'est vraiment de la sciure sous forme de farine de bois. On dispose une cuillère à café qu'on parsème dans le fond de l'ustensile. On remet la plaque de fond au-dessus. On met la grille et puis on dépose les poissons à fumer, dans ce cas-ci donc les suprêmes de saumon, en les séparant d'à peu près 1 centimètre les uns des autres pour ne pas qu'ils attachent au moment de la cuisson. Donc on referme le couvercle à glissière et puis on pose le fumoir sur un feu vif. On essaye évidemment d'avoir un feu au gaz, ça marche quand même mieux pour amorcer le départ de la cuisson. Éventuellement sur une plaque électrique, ça marche aussi. Hein. Ce qui ne marchera pas, c'est l'halogène, enfin moins bien, et c'est surtout l'induction. Là, l'induction, vous oubliez parce que la boîte n'est pas prévue pour ça. Parce que je vois certains fumoirs ont des brûleurs en dessous. On met une bougie en dessous. Voilà, il y a des brûleurs en dessous quand on achète des fumoirs un petit peu plus sophistiqués. Mais le modèle le plus simple, c'est une simple boîte. Je dirais qu'il faut mettre sur une source de chaleur soi-même. Hein. Oui. Maintenant, effectivement, les modèles un petit peu plus élaborés sont apposés sur un pied qui est prévu pour, et il y a des brûleurs en dessous que vous devez mettre en action.
Alors, on s'est laissé quand même dire que d'après les commentaires que nous avons lus, que les brûleurs étaient éventuellement un peu trop puissants. Il n'y a pas de problème, vous les remplacez par 2-3 chauffe-plats et vous aurez le même résultat. Mais l'amorçage au départ doit se faire avec une chaleur vive pour carboniser la sciure, ça c'est sûr. Hein. Et qu'elle se transforme en fumée et ainsi... Elle se transforme en fumée. Alors, petite précaution à prendre, si vous avez le choix entre plusieurs modèles, évitez les modèles de plein air. Alors, les modèles de plein air, ils ont des trous dans le couvercle qui permettent à la fumée de sortir. Mais si vous faites ça dans votre appartement et que vous avez un détecteur d'incendie, vous êtes sûr que le détecteur va se mettre en route. Oui, ça va sentir le fumée partout. Ça va sentir la fumée dans toute votre maison. Donc, il vaut mieux prendre un modèle qui est clos. Hein. Et malgré tout, vous aurez quand même de la fumée qui va se dégager. Alors, vous mettez vos saumons, vous enclenchez le processus de cuisson, vous laissez sur le feu, puis vous diminuez le feu, hein, parce qu'une fois que ça a commencé, là, ça se poursuit. Et il faut compter une dizaine de minutes, à peu près 10-12 minutes, selon l'épaisseur de votre suprême saumon, pour qu'il soit suffisamment fumé et cuit, parce qu'il doit être cuit en même temps. Ah oui, alors, mais comment est-ce que tu vois que c'est cuit? En ouvrant la boîte, qu'est-ce qu'on fait? On prend une lame de couteau, on l'insère dans une des pièces de saumon et on voit comment il est. Maintenant, attention, ça peut rester mi-cuit, tout simplement. Hein. Oui. Ça peut rester mi-cuit parce que le saumon peut toujours se consommer cru, sur le principe. Hein. Oui. Donc, il doit être fumé à l'extérieur et il doit être tiède à l'intérieur. Il ne sera jamais brûlant comme si vous l'aviez poché dans de l'eau bouillante. Hein. Il va quand même être beaucoup moins chaud. Hein. Mais c'est comme nous avait expliqué Pierre Troisgros, la sous-cuisson apporte plus de goût que la surcuisson sur le poisson, surtout sur le saumon. Tout à fait. Alors, vous sortez votre suprême de saumon et vous devez le servir, vous pouvez le servir immédiatement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous allez le déguster tiède. Si vous les réalisez à l'avance, il n'y a aucun problème pour le faire. Vous les laissez refroidir après sur la grille hors de l'enceinte du fumoir. Vous les laissez refroidir, vous les rangez dans votre réfrigérateur, mais c'est quand même moins bon et ça perd de son charme. Hein. L'idéal, c'est quand même de faire ça au dernier moment. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, si on a 20 couverts à table et que la boîte, on ne sait mettre que 8 filets de saumon à la fois, comment fait-on? Mais bon, vous les faites évidemment les uns après les autres par série de 8 et vous les gardez ensuite sur une assiette que vous mettrez avec un papier film au micro-ondes et vous redonnerez, je dirais, 30 secondes, une minute de réchauffage, de chaleur pour les avoir tièdes. Hein, ça, c'est la solution. Alors maintenant, au niveau du dressage, comment vous allez vous y prendre? Prenez des assiettes qui ont un beau diamètre parce que c'est quand même beaucoup plus beau de faire un dressage qui est un petit peu aéré. Alors, soit que vous assaisonnez très légèrement votre salade avec la vinaigrette, mais je ne vous le conseille pas. Je vous dirais tout simplement de mettre un peu de sel et un peu de poivre, tout simplement de mélanger les feuilles et de disposer sur l'assiette. Au-dessus de ça, vous mettez votre filet de saumon. Vous décorez avec les fruits rouges, donc quelques perles de groseille rouge. Vous mettez quelques érelles donc séchées. Vous mettez vos pépins de grenade. Vous essayez de faire quelque chose d'harmonieux, de joli. Et puis, avec la vinaigrette, vous faites un beau trait de sauce autour de tout cela, parce que la sauce ne sert pas tellement finalement à assaisonner la salade, mais sert plutôt à déguster le saumon. Vous voyez? Oui. Donc, il vaut mieux ne pas assaisonner la salade avec cette vinaigrette-là. Il vaut mieux qu'elle serve de sauce d'accompagnement du plat. Donc, vous la mettez à l'extérieur de la salade. Et si vous voulez faire quelque chose qui a beaucoup plus de présentation encore, moi, je vous suggère, c'est de disposer en couronne le plus à l'extérieur de la partie où on peut dresser sur l'assiette les feuilles de salade en les mettant de manière harmonieuse, en harmonisant, je dirais, en alternant les couleurs, hein, le vert, puis du blanc, puis du rouge, etc. Vous mettez à ce moment-là vos petits fruits sur la salade en question, et puis vous mettez votre trait de vinaigrette entre la salade et le poisson, de manière à avoir le choix de manger soit un morceau de poisson avec un petit peu de sauce, soit quelques feuilles de salade avec un petit peu de sauce. Ne pas oublier, petite pointe de sel, alors soit on donne tout simplement un tour de moulin à sel, hein, ou une pincée de sel traditionnelle, mais on peut mettre également, c'est quand même d'actualité, hein, de la fleur de sel qui va donner un petit côté craquant à la préparation, et un petit tour de moulin à poivre. On peut mettre du sel rose, évidemment, on peut mettre du sel bleu, on peut mettre du sel noir, tout ce qu'on veut. Le tout, c'est évidemment que le poisson soit assaisonné parce qu'il n'a pas été assaisonné par la cuisson et par la fumaison. Hein. Et le mieux, c'est de mettre le sel après. Hein, comme ça, le sel est apparent et le sel peut être caractérisé et particularisé. Alors, vous disposez là-dessus votre petit bouquet de dill ou d'aneth. Vous mettez éventuellement quelques brins de ciboulette que vous avez soit ciselés, soit que vous les laissez entiers pour donner un petit cachet.
et votre plat peut être dégusté. Attention, dressage sur assiette froide, pas sur assiette chaude, bien entendu. Avec quel vin? Avec quel vin? Eh bien, le saumon va particulièrement bien si on reste sur la France, avec tous les vins du pays de Loire, pour une raison toute simple, c'est que jadis le saumon était un poisson de Loire, lorsqu'on en trouvait en Loire, et tous les vins blancs secs de la Loire iront, y compris les vins blancs secs de Bordeaux, y compris les vins blancs secs de la Bourgogne septentrionale, donc tout ce qui est Chablis, tout ce qui est Meursault. Alors l'Alsace, à condition de ne pas choisir des vins qui soient trop parfumés, c'est ça le problème de l'Alsace. Trop fruité. C'est que vous allez avoir des vins qui sont particulièrement fruités. Par contre, bon, un Riesling va faire l'affaire, évidemment. Okay. Ne pas oublier non plus tous les vins blancs secs de la région, disons, Savoie, Haute-Savoie. Vous avez des vins blancs secs là, dans ce coin-là, qui sont pas mal du tout avec les poissons. Et comme le saumon a la chance d'être un poisson à la fois de mer et de rivière et de lac, on peut très bien prendre un vin, disons, de l'Est de la France, du type vignoble de l'Ain, vignoble de Savoie, etc. Ou alors, comme c'est Réveillon, on peut prendre du champagne. Alors, ne pas oublier, évidemment, que vous avez le champagne qui reste quand même en question champagne. Vous devez prendre un champagne brut, évidemment. Mais je ne prendrai pas du champagne dans ce cas-ci. Si vous devez avoir du champagne au cours de votre repas, je vous dirais plutôt de boire le champagne au moment du dessert, par exemple. Donc ce sera un crément. Non, le crément avec. Moi, je mettrais un vin tranquille. Si je mettrais un vin de Loire, un vin blanc, éventuellement un entre-deux-mers à Bordeaux, mais de toute façon un vin qui soit un vin sec, ça c'est sûr. Alors vous avez tous les vins des nouveaux mondes. Vous avez les vins d'Afrique du Sud, les vins d'Argentine, les vins du Chili, d'Australie, oui. Les vins d'Australie, enfin les vins de Nouvelle-Zélande. Bon, là vous avez quand même toujours le vin Coca-Cola, comme je l'appelle, qui est le chardonnay qui donne vraiment, qui donne de bons résultats. Je pourrais aussi boire ceci, bien que ce soit un petit peu une hérésie, mais avec un Vinho Verde portugais. Qui est un vin un tout petit peu acidulé comme ça, qui est à la fois, il a le paradoxe d'être à la fois un peu doux et acidulé à la fois. Il est frisant et c'est un vin qui se boit vraiment avec beaucoup de plaisir et qui désaltère. Mais mes préférés, ce sera quand même le vin de Loire, un vin blanc sec, ça c'est sûr, ou un Sancerre par exemple, qui est un vin de Loire également. Le Sancerre blanc avec le saumon, ça marche merveilleusement bien. Alors l'originalité de cette recette, c'est justement qu'on a fumé le poisson soi-même, mais comme tu le disais, c'est un fumage à froid, donc c'est pas une technique qui permet de conserver longtemps. Non, c'est un fumage à chaud ici. Un fumage à chaud. Le fumage à froid, c'est l'autre, c'est quand on a vraiment une très très basse température et qu'on doit laisser le filet de poisson pendant plusieurs heures. Ici, c'est un fumage à chaud parce que la température est plus élevée et que le produit va cuire. Tandis que dans le cas du fumage à froid, le produit doit être salé au départ, il va sécher et il va fumer en surface. Mais il reste cru. Le saumon fumé traditionnel, il reste cru. Oui, en effet. Tandis que celui-ci, il est cuit. Ok. Mais donc, c'est pas une technique de conservation, c'est plus une technique de cuisson et de C'est plus une technique de cuisson et de consommation immédiate. Ce n'est pas fait pour que vous disiez, tiens, je vais après mettre mon saumon au réfrigérateur pendant 3 semaines. Non, après 3 semaines, vous n'aurez plus rien, il va être pourri. Non, il faut vraiment s'en servir. Allez, je dirais dans la journée au maximum après avoir fumé, ça c'est sûr. Alors ceux qui n'en ont pas encore chez eux et qui sont intéressés par cette technique, vous pouvez vous en procurer dans votre magasin d'articles de pêche. Ou alors on va mettre quelques liens sur les notes de l'épisode. Donc allez voir dans les notes de l'épisode ou sur parlercuisine.com. Et alors pour votre information, c'est une recette que jadis j'ai réalisée dans l'école où je travaille. Quand je dis nous, parce que c'est pas moi évidemment tout seul et c'est pas moi de toute façon, mais que nous avons servi à des banquets de 200 personnes par exemple, 250 personnes. Et là on avait, si mes souvenirs sont bons, on avait 6 fumoirs. Et on arrivait à faire le nécessaire. Bien sûr, à ce moment-là, on n'avait pas fumé à la minute, on avait quand même fumé à l'avance pour pouvoir s'en sortir. Mais c'est une technique qui marche très bien, même pour les grands nombres. Qu'est-ce que tu préfères, fumer un saumon ou fumer un Havane? Ah, moi, je ne fume pas de cigare, donc il n'y a pas de problème, je préfère le saumon. Et donc ça, c'était pour l'entrée? Ça, c'est pour l'entrée. Donc, comme grosse pièce, tu avais prévu? Oui, mais je préfère parler de la grosse pièce plus tard. Je préfère parler du dessert maintenant. Bon, ok. Parce qu'il se pourrait que dans nos auditeurs, on cherche plutôt l'idée du plat et du plat d'entrée et du dessert plutôt que du plat principal. Donc je terminerai par le plat principal. D'un côté, tu as raison, parce que l'entrée, c'est souvent la première impression qu'on a, et c'est celle qui
qui marque. Et puis le dessert, c'est aussi C'est la dernière et c'est pas mal non c'est plus qui le reste dessert. après, hein. Oui, en effet. D'ailleurs, j'avais pu l'expérimenter lors de mon repas de mariage, si tu t'en souviens. L'entrée et le Oui. dessert étaient faramineux, alors que la grosse pièce était relativement banale, au point que même les gens ne se souviennent plus ce qu'ils ont mangé. De toute façon. Mais c'est quelque chose qui est connu de la part des restaurateurs, hein, c'est de dire, voilà, il y a 2 plats qu'on doit soigner dans un menu à plusieurs services. C'est l'entrée parce que c'est le premier plat. Et les gens ont faim, ils vont commencer à manger. S'ils sont déçus au premier plat, ça les influence négativement pour la suite du repas. Tandis que si l'entrée et le premier plat est réussi, s'il est de qualité, je dirais que ça commence bien. Et puis après, les gens se laissent emporter par un petit verre, par la conversation à table. Bon, ils mangent la suite du repas sans trop s'en rendre compte. Et par contre, le dessert, effectivement, c'est le dernier plat. Et si on termine sur une mauvaise note au niveau du dessert, on garde également la mauvaise note comme souvenir, même si tout le reste du repas était impeccable. Donc, Oui. il y a vraiment 2 plats qu'on soigne, c'est le premier, c'est le dernier, effectivement. Voilà. Et puis en plus, parfois quand on s'empiffre dans la première, parce que l'entrée est tellement bonne, on mange les restes qui sont encore dans le plat, parce qu'on fait une repasse, parce qu'il en reste un peu, quelqu'un veut. Et puis on n'a plus assez faim pour la grosse pièce, donc on se retient. Et puis finalement, généralement, alors comme on a bien mangé, on patiente un petit peu, on discute, on chante des chants de Noël. Et puis, on passe au dessert, généralement bien plus tard. Mais généralement, pour le dessert, je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin d'avoir faim pour le dessert. Ah ben, Surtout souvent. Et quand alors, en plus, le dessert que je vous présente aujourd'hui, c'est un dessert qu'on va pouvoir manger sans faim, ce qui est intéressant, hein. Ah oui, c'est Ah, léger oui, alors. oui. Bah, léger, disons que c'est nutritif, mais ça donne une impression de légèreté parce que vous n'avez que des choses légères dedans, on va dire ça comme ça. Et donc, je lis bûche glacée brésilienne maison. De nouveau maison, puisque le but de notre podcast, c'est quand même que nos auditeurs qui aiment cuisiner, je pense, en tout cas, j'en suis persuadé, L'apologie du puissent fait maison, oui. préparer les choses par eux-mêmes et pouvoir dire à leurs invités, c'est moi qui l'ai fait. Hein, si c'est pour vous dire, écoutez, allez dans telle société de surgelés ou dans tel grand magasin acheter telle bûche ou telle bûche, ça n'a pas de sens. Ici, on donne des recettes en principe, hein. D'ailleurs, à ce sujet-là, Guy, je n'ai pas encore mentionné, mais on a eu au début du mois un commentaire d'un auditeur. Monsieur et Madame nous envoient toujours plein d'éloges, et le dernier qui nous a envoyé, C'est très gentil. vous ne vous rendez pas compte de l'impact positif de votre émission. Elle devient un sujet presque quotidien de discussion, de partage et bien sûr d'embellissement de nos assiettes et par là de nos vies. Alors courage, continuez. En fait, ce pauvre monsieur, enfin cette extraordinaire personne qui nous envoie comme ça plein d'ondes positives, commençait à s'inquiéter, savoir s'il nous était pas arrivé quelque chose. Donc je tiens à le rassurer, on est toujours là. Oui, on va le rassurer. Nous avons eu vraiment de gros ennuis personnels, mais disons professionnels essentiellement, et nous allons essayer de nous rattraper, hein. Mais voilà, donc c'est juste pour vous dire que pour nous, ça nous rassure de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui mettent en pratique ce qu'on raconte. Donc oui, ça nous fait vraiment plaisir. Et alors, c'est justement par rapport à la dame de ce monsieur qui, si mes souvenirs sont bons, avait antérieurement apprécié la coupe brésilienne. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Il me semble qu'elle avait fait un commentaire à propos de ce dessert-là et qu'elle avait trouvé que c'était une tuerie, ce dessert. Oui. Et alors, voilà, j'ai vraiment voulu lui rendre hommage en transformant cette coupe brésilienne en bûche glacée brésilienne pour Noël ou Nouvel An. Mais enfin, si c'est une bûche, forcément, c'est pour Noël. Et si on la présente sous une forme plus ronde, ce sera pour le Nouvel An, bien entendu. Si tu vas voir chez les pâtissiers, ils font de la bûche jusqu'à Nouvel An, hein. Oui. Mais ici, c'est vraiment pour le rendre hommage que j'ai transformé, que j'ai réfléchi. Enfin, c'est pas compliqué pour moi, mais que j'ai réfléchi à transformer la coupe brésilienne en bûche, de manière à leur rendre hommage et à les remercier. Voilà, je leur dédie vraiment ce dessert parce que ça me fait plaisir de savoir qu'ils sont attentifs à notre podcast et que voilà, on va leur faire plaisir. Mais je te remercie parce que surtout chez nous, dans le pays où j'habite, il n'y a pas de bûche. Ils mangent pas de bûche. Ils mangent pas de bûche. Mais ici, comme on réalise ça soi-même, on peut faire à la limite une bûche, on peut faire un gâteau rond, on peut faire un cœur. Il n'y a aucun problème. Il suffit tout simplement de réfléchir un petit peu. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, il y a ce qu'on appelle des meringues glacées. Il y a également des vacherins. Et finalement, c'est une forme de vacherin, mais qui n'est pas moulé, qui est construit, qui est bâti. Alors, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de base en meringue française. Alors, la meringue française, je rappelle ce que c'est. Ce sont des blancs d'œufs battus en neige qui ont été dressés à la poche sur un papier ou sur un support et qui ont été mis à sécher au four.
Alors, je donnerai le détail de la recette après, mais j'explique en gros comment on fait. On réalise donc une meringue à cru, parce que la meringue italienne, c'est une meringue à chaud, la meringue suisse, c'est également une meringue à chaud. Ici, c'est une meringue à froid, une meringue crue, qu'on va sécher, qu'on va dresser à la poche à doux d'une certaine manière, et on a besoin de faire des assises. Alors, les assises, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être 3 couches qui vont servir à monter la bûche. Alors, la première va être la plus large, la deuxième va être de largeur intermédiaire, et la troisième, vous avez compris, va être la plus étroite, de manière à ce qu'on va, lorsqu'on va les empiler les unes sur les autres, on est, n'est-ce pas, une espèce de forme en tunnel qui va se créer. Alors, pour respecter l'appellation meringue glacée, il faut bien entendu de la glace. Et pour respecter la préparation qui s'appelle brésilienne au départ, il y a de la glace à la fois vanille et de la glace mocha, donc de la glace au café. Ici, je ne vous donne pas les recettes pour faire la glace, et je vous conseille, si vous n'avez pas de sorbetière, d'aller tout simplement chez votre pâtissier ou votre glacier, ou même en grande surface, parce que c'est quand même de très bonnes marques, et d'acheter de la glace en vrac à la vanille ou mocha. Alors, vous retournez voir les premiers épisodes. Ou bien vous retournez voir les podcast. autres épisodes, mais il faut disposer d'une sorbetière quand même. Or ici, bon, on court, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça quand on doit recevoir au Nouvel An ou à la Noël de faire tous ces achats. Moi, je suggère c'est d'acheter tout simplement une bonne glace dans une marque, disons, de référence. Je ne vais pas la citer, mais il y en a plusieurs. Si éventuellement la glace mocha n'était pas celle qui vous plaît le plus, parce que parfois certaines personnes n'aiment pas trop la glace mocha, vous pouvez éventuellement mettre une glace à ce moment-là de type caramel beurre salé, ça marchera très bien aussi. Mais l'idéal, c'est bien sûr de rester avec la glace mocha. Vous achetez en vrac 1 litre ou 3/4 de litre de chacune de ces glaces. Alors, vous allez monter en fait une bûche avec une alternance de couches de meringue, donc séchée, de chantilly, les boules de glace. Vous remettez de la chantilly, je vous expliquerai comment vous devez faire. Vous remettez la deuxième assise de meringue. Vous avez commencé par la glace vanille, au deuxième étage, ce sera la glace mocha. Vous remettez de la chantilly, vous mettez la troisième assise, et puis vous allez masquer à la chantilly l'entièreté de votre bûche, avec donc une crème chantilly qui aurait été réalisée à l'avance, et puis vous allez la décorer pour imiter l'écorce, et ça j'en parle tout de suite après. Première opération, réaliser sa meringue. De gros avantages, c'est que vous pouvez faire ça plusieurs jours à l'avance, réaliser vos meringues. Vous les mettez tout simplement dans une boîte en fer, comme si c'était des biscuits, pour qu'elles ne se réhumidifient pas. Et le tour est joué. Alors, comment fait-on? D'abord, on doit casser ses œufs, les clarifier, et on ne doit garder que le blanc. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, mais casser des œufs et avoir de beaux blancs d'œufs pour faire une meringue, ça demande quelques petites précautions. Je rappelle qu'on ne casse jamais un œuf sur le rebord d'un récipient tranchant. Pourquoi? Comment ça? Bon, quand on voit souvent des vidéos, des tutos sur Internet, on voit les gens qui prennent leur œuf et qui le cassent sur le bord d'un plat ou d'un récipient ou d'un bol. Ça, c'est la meilleure manière, de trouer le jaune d'œuf. Si on y va un peu trop fort, on perce le jaune d'œuf et le jaune se répand dans le blanc. Et c'est la meilleure manière de mettre des bouts de coquilles d'œuf, des brisures de coquilles, dans le récipient dans lequel on va mettre les blancs. Et après, il faut aller à la pêche avec ses doigts pour les retrouver. Oui, ou de casser le plat. Ou de casser le plat, ça peut arriver aussi si c'est pas un plat en métal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On casse l'œuf à plat sur une table, sur une surface dure. Alors, ça n'a l'air de rien, mais une table en bois va moins bien qu'une table en marbre ou qu'une table en métal. Donc, il faut vraiment une surface dure. On donne un simple coup sec, on partage son œuf. Alors, on voit également quelquefois qu'on clarifie l'œuf en faisant passer alternativement l'œuf d'une coquille dans l'autre, et vous avez le blanc qui coule sur la coquille. Je vous dirais que tout le monde fait ça, mais que c'est pas bien. Pourquoi? Parce que sur la coquille de l'œuf, il y a des salmonelles qui se trouvent là. Oui. Alors, elles sont sous forme, disons, déshydratée, mais le problème, c'est que le blanc d'œuf, il contient 90% d'eau, et il va réhydrater les salmonelles et les entraîner avec vos blancs d'œufs. Donc, si on veut vraiment faire les choses bien, comment fait-on? On achète un tout petit accessoire de cuisine qui coûte pas cher et qui est un clarificateur à œufs. Il suffit tout simplement de casser son œuf sans qu'il y ait de contact entre l'œuf et la coquille dans cette espèce de petite coupelle. Vous avez dans le fond de l'ustensile, vous avez une espèce de petite cuillerée, une petite cuillère comme ça, qui retient le jaune d'œuf, et sur les côtés, vous avez des fentes dans lesquelles le blanc d'œuf va s'écouler. Comme une passoire, quoi. Comme une passoire, mais à œufs, on va dire. Ça, c'est la meilleure manière de casser ces œufs pour les clarifier. Maintenant, entre guillemets, vous n'en avez pas, vous êtes habitué. Moi, j'ai une autre manière, Guy. Oui, allez, laquelle? Tu casses ton œuf dans un bol. Et puis tu prends une petite bouteille d'eau en plastique vide. Oui, et puis on aspire le jaune. Tu appuies dessus pour faire un vide, et puis tu le mets contre le jaune et tu aspires. Oui, ça demande un peu de technique. Je l'utilise moi-même, ça marche. C'est un truc qu'on voit sur Internet, mais le problème, c'est que ça fait beaucoup de manipulation maintenant. Encore une fois. Mais
toute façon, si tu veux enlever les salmonelles, rien ne t'empêche de laver ton œuf avant de les casser. Il faut le laver et il faut le casser tout de suite et il faut surtout le sécher parce que il suffit pas simplement de le laver, de le garder humide, sinon vous gardez les salmonelles dans l'eau. Faut le laver, sécher et puis le casser. Faut le laver et bien l'essuyer, voilà. Mais faut pas le laver avant de le mettre au frigo et de le conserver. Ah non, jamais. Mais sinon, quand tu le sors du frigo, la couche de protectrice qui s'ouvre sur l'œuf. Ton œuf, si tu le conserves au frigo, il faut mieux l'amener à température ambiante d'abord? Tout à fait. Mais maintenant, il vaut mieux ne jamais conserver ses œufs dans le frigo, ça ne sert à rien. Pourtant, c'est ce qu'on nous dit de faire. Non, parce que grande surface, ils ne sont pas mis au frigo, ils sont à température ambiante. Ah bon? Ah oui. Mais et s'ils sont passés de date? S'ils sont passés de date, ce n'est pas un problème. Hein. Il faut les casser un à un pour vérifier s'il n'y en a pas un qui est mauvais. Maintenant, un œuf qui passe de date, dans ce cas-ci, ça serait peut-être même intéressant que ce soit un œuf vieux, parce que comme je vais vous l'expliquer, le blanc d'un œuf vieux se bat beaucoup mieux que le blanc d'un œuf ultra frais. Ah. Alors, si vous regardez, quand vous cassez un œuf ultra frais, hein, vous avez deux types de blanc d'œuf. Vous avez un blanc d'œuf qui est attenant jaune, qui est beaucoup plus épais, qui est 2 fois plus épais. Un peu glaireux comme ça. Et plus glaireux, voilà. Et vous avez après un blanc d'œuf plus liquide qui est à l'extérieur. Or, le blanc d'œuf plus épais se bat moins bien, il donne un moins beau volume. C'est la raison pour laquelle on a toujours conseillé d'utiliser soit des blancs d'œufs de vieux œufs, hein, sans être péjoratif, ou des blancs qui ont été cassés depuis quelques jours. Maintenant, ce sont des choses qui ne peuvent plus se faire d'un point de vue légal. Hein. Mais avant, les pâtissiers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient souvent besoin du jaune. On en a besoin à peu près 2 fois plus souvent du jaune de l'œuf que du blanc. Les blancs, on ne les jetait pas et on les mettait dans un récipient réfrigérateur. Et on mettait ces blancs, comme ça, au fur et à mesure qu'on les cassait, on mettait ces blancs les uns avec les autres. Et quand les blancs avaient pris, je dirais, 1 jour ou 2 de réfrigérateur, ils étaient détendus et ils se battaient beaucoup mieux. Et c'est la raison pour laquelle on ne faisait pas de la meringue tous les jours, on la faisait quand on avait suffisamment de blanc en réserve. Mais les professionnels, ils n'achètent pas du blanc en bouteille comme ça? Si, on achète du blanc en bouteille, mais on continue quand même à utiliser des œufs. Alors il y a des lois qui veulent nous empêcher maintenant d'acheter des œufs frais, de les casser soi-même, et de ne plus acheter que des blancs et des jaunes qui soient en briques, mais on continue quand même à utiliser des œufs frais standards. Hein. Alors, donc, il y a d'une part la manière de casser l'œuf. Ensuite, il y a le fait d'utiliser de préférence des blancs d'œufs qui soient des blancs d'œufs un petit peu âgés, hein, sans être péjoratif. C'est combien âgé? 2 semaines, 1 mois? Disons qu'on considère que l'œuf, il a une durée de conservation en tant qu'œuf frais d'à peu près 3 semaines. Eh bien, vous attendez d'avoir des œufs qui ont 3 semaines, par exemple. Voilà. Ok. Alors, on peut également renforcer la teneur d'albumine des blancs quand on veut une belle meringue. Alors le professionnel, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise tout simplement de l'albumine en poudre et il en rajoute l'équivalent d'une cuillère à potage rase par litre de blanc. Et ça va renforcer un petit peu, je dirais, la consistance de votre meringue. On met également une pincée de sel dans les blancs. Pourquoi? Parce que le sel dissout les protéines et que le but, c'était justement, je dirais, que les blancs ne soient pas trop épais. On peut également, pour que la meringue ne tourne jamais, s'ajouter une petite pincée de crème de tartre dans les blancs. Alors la crème de tartre, on la trouve sur Internet et on la trouve également chez le pharmacien. Alors ça, c'est un truc qui m'a été donné dans un cours de pâtisserie que j'ai suivi à Paris. Lorsque vous battez les blancs d'œufs en neige et vous les battez un peu trop, ils tournent. C'est-à-dire qu'ils vont devenir un petit peu, je dirais, granuleux comme du caviar. Hein. Oui. Ils deviennent cassants. Ils ne seront plus lisses. Or, si vous voulez empêcher ça, il suffit tout simplement de mettre une petite pincée de crème de tartre dans vos blancs au moment où vous les battez et le phénomène ne se passe jamais. La seule chose, et je l'ai déjà dit dans un podcast antérieur, c'est que il faut pas abuser de la crème de tartre parce qu'elle a un effet laxatif. Mais si vous l'employez à des doses comme je viens de la signaler, vous n'avez vraiment aucun problème. Ça, juste envie de donner une tournure amusante à la soirée. À la soirée, oui, mais enfin, c'est quand même pas le but de chercher. Quand on n'a qu'une toilette et qu'on a 16 invités, il vaut mieux être prudent. Hein. Oui. Alors, dernière précaution d'emploi, et je pense que c'est la plus importante, c'est la qualité du récipient dans lequel vous allez battre vos blancs. Je m'explique. Maintenant, le problème n'existe plus autant qu'avant parce qu'on a des détergents efficaces. Donc, si vous avez un jour réalisé une mayonnaise dans ce récipient-là et que vous l'avez ensuite nettoyé avec un détergent et de l'eau bien chaude et que vous avez rincé, il n'y a plus de traces de gras. Par contre, le gras est l'ennemi des blancs d'œufs lorsque vous les battez. Donc, on évite qu'il y ait, bien sûr, des traces de gras. On évite qu'il y ait des traces de jaune d'œuf. Si on a du jaune d'œuf dans ces blancs, on les enlève, ces traces, avec beaucoup de précaution, parce que ça va nuire à la qualité de votre meringue. Et au moment où vous battez la meringue, il y a une petite technique qui consiste d'abord à détendre les blancs. Donc, j'ai dit qu'on mettait le sel, qu'on mettait la crème de tarte, qu'on mettait tout ça.
on doit absolument les détendre. Alors comment fait-on? Eh bien, on va d'abord prendre à peu près 1 minute, que ce soit à la main ou que ce soit au batteur électrique, les battre à vitesse lente pour les faire mousser, tout simplement, et pour les casser. Donc on va y aller doucement. Et puis après seulement, on va passer, si on a un batteur électrique, à la vitesse maximale, de manière à battre les blancs correctement. Mais au début, on doit toujours y aller doucement, pendant à peu près 1 minute et demie, de manière à les détendre. Sur un rythme détendu. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation si on veut une belle meringue. Alors, la question, est-ce qu'on doit mettre le sucre au départ, à la fin, au milieu, etc. Alors, on amorce toujours, je dirais, le départ avec un tout petit peu de sucre, c'est-à-dire une cuillerée ou deux. Et puis, lorsque les blancs ont été battus et qu'on a le taux, je dirais, de foisonnement le meilleur, donc ils ont gonflé, on ajoute à ce moment-là le restant du sucre et on donne juste quelques tours de batteur de manière à incorporer le sucre. Mais on ne doit plus nécessairement faire refondre le sucre dans les blancs, ce n'est pas nécessaire. Donc c'est du sucre glace. Simplement être incorporé. Alors, on peut battre les blancs avec du sucre glace, mais ce n'est pas une obligation. Les professionnels jadis utilisaient de sucre cristallisé numéro 3. Pourquoi? Parce que c'était le sucre le moins cher. Alors maintenant, vous pouvez très bien utiliser le cristallisé numéro 1, qui est une toute fine poudre qui ressemble un petit peu à du sel au niveau de la granulométrie, mais le sucre cristallisé numéro 2, le traditionnel, le standard, qu'on trouve, disons, dans le commerce, convient parfaitement. Donc, lorsque vos blancs sont battus à fond, vous ajoutez le restant du sucre, vous donnez quelques tours de fouet pour incorporer le sucre et puis vous arrêtez, c'est terminé. Alors, il faut maintenant dresser vos socles de meringue. Vous prenez une poche à douille avec une douille d'à peu près 12 mm de diamètre, une douille lisse, pas une douille cannelée. Vous avez fait un petit dessin à l'envers de votre papier sulfurisé, et vous dressez comme ça en suivant, je dirais, le dessin que vous aviez tracé, tant au niveau de la longueur qu'au niveau de la largeur. Vous dressez donc vos bandes de meringue les unes à côté des autres et attenantes, donc collant les unes aux autres. Lorsque c'est fait, vous glissez ça dans votre four. Alors, deux possibilités. Soit toute une nuit à 50 degrés. À ce moment-là, vous allez avoir une meringue qui va être bien blanche, bien sèche. Bien craquante. Bien 1h30, 2 heures à 100 degrés. Et là, à ce moment-là, vous avez une meringue qui va cuire beaucoup plus rapidement, qui va caraméliser légèrement en surface. Donc, au lieu d'être blanche, elle va être de couleur crème à légèrement dorée. Et elle risque même d'avoir un effet de cristallisation et de caramélisation à l'intérieur. Ah oui. Ça, c'est un choix. On a deux types de meringues. Il y a ceux qui sont les partisans de la meringue blanche traditionnelle, toute sèche et cassante, et finalement, c'est une déshydratation. Et on a des partisans de la meringue qui est cuite. Alors, dans ce cas-ci, pour la bûche brésilienne, vous pourriez très bien opter pour la cuisson un petit peu plus soutenue, parce que cette caramélisation, disons, légère du sucre va amener un plus. Donc, je ne serais pas contre que vous disiez, je la cuis en 2 heures à 100 degrés. Attention, toujours vérifier si la meringue est suffisamment cuite. Elle ne doit en aucun cas rester molle. Si elle est molle, il faut la laisser pour qu'elle soit sèche. Il faut jamais espérer, je dirais, s'en servir si elle n'est pas cuite suffisamment. Et elle doit être sèche, ça c'est sûr. Toute une nuit à 50 degrés, ça fait quoi? 8 heures? 10 heures? Oui, ça fait à peu près ça, parce que ce qu'on faisait avant, les pâtissiers, lorsque leur four était mis à refroidir et que le four, disons, n'était plus alimenté en chaleur, ils terminaient par les meringues et les laissaient jusqu'au lendemain matin. Donc c'était effectivement à peu près l'équivalent de 8 heures. Et quand on fait des meringues en grande quantité, quand on dispose de ce qu'on appelle une étuve ou un chauffe-assiette, on met ces plaques de meringue dans le chauffe-assiette, on règle non plus sur 80, 90 ou 100 degrés, on règle sur 50, et le lendemain, les meringues sont prêtes à l'emploi. Alors ici, j'ai conseillé de dresser en bandes décroissantes de largeur, mais vous pouvez très bien dresser en cercle. À ce moment-là, pour faire un gâteau, vous faites des cercles qui ont le même diamètre et vous en faites 3. Ou bien vous pouvez dresser en forme de cœur. Là, vous devez avoir tracé au préalable au bic sur l'envers de votre feuille, donc ça permettra par transparence. Vous tracez un cœur et là, de nouveau, vous devez à ce moment-là avoir 3 cœurs de la même taille. Ok. Alors ça, c'est fait à l'avance, donc c'est réalisé. Vous avez votre crème glacée, vous devez battre maintenant votre chantilly. Alors, de nouveau, vous pouvez soit faire ce dessert au tout dernier moment, soit le faire en mise en place. Alors, je vous explique d'abord la mise en place. Vous mettez vos meringues au congélateur pour qu'elles soient bien froides et vous préparez un petit socle sur lequel vous allez disposer votre bûche ou votre gâteau. Alors, les professionnels, ils ont des socles en carton doré ou argenté. Vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous découpez tout simplement du carton dans une caisse ou dans une boîte à chaussures et vous l'emballez avec beaucoup de précaution avec du papier aluminium. Ah oui.
de manière à avoir la belle surface bien lisse et sans pliure sur la partie supérieure, et vous avez comme ça votre socle Il y a un plat, sur ça va lequel pas? vous allez... Pardon? Un plat genre une torpille ou quoi? Enfin, ça pourrait aller, mais ça va être plus difficile à manipuler. L'idée, c'est d'avoir un carton, Ok. évidemment. Un carton qui soit suffisamment rigide, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il soit ployant. Donc, vous ne prenez pas du carton tubulaire, vous prenez plutôt du carton genre boîte à chaussures. Hein. Donc, un carton bien rigide que vous découpez au cutter à la dimension légèrement supérieure, donc à peu près 1 centimètre de chaque côté, légèrement supérieure à celle de votre première assise de meringue. Pourquoi? Parce que vous allez après mettre de la chantilly, donc ça va occuper réellement la taille du carton. Alors, vous disposez donc vos meringues au congélateur. Votre glace, par contre, vous devez la sortir un petit peu à l'avance, de manière à ce qu'elle soit tempérée. Vous mettez une première couche de chantilly. Alors, je rappelle, la chantilly, c'est de la crème fraîche qui a été battue vanillée, qui a été sucrée. Alors, quelle quantité de sucre on met? Jadis, on mettait 150 grammes de sucre au litre. Maintenant, on est plutôt tombé à 100 grammes. De nouveau, on peut mettre soit du sucre cristallisé numéro 1 ou numéro 2, soit on peut mettre du sucre glace, donc du sucre impalpable. Même chose que pour les blancs d'œufs, une belle crème fraîche, elle doit se battre avec des ustensiles qui ont été mis au réfrigérateur, fouet compris si c'est possible. S'ils ont été mis au congélateur, c'est encore mieux. La crème fraîche elle-même doit être, si possible, à minimum 35% de matière grasse, éventuellement même 40%. Doit être la plus froide possible, donc vous la sortez au dernier moment. Et vous battez légèrement au début et puis un peu plus vite à la fin. Mais de toute façon, une belle crème fraîche, elle ne se bat pas à la vitesse maximum. Pourquoi? Le fait de battre incorpore de l'air. Ça, c'est une première chose. Plus longtemps vous allez battre, plus d'air il y aura qui sera incorporé. Si vous battez la crème fraîche à vitesse maximum dès le départ, vous allez certes avoir une crème fraîche qui va foisonner, donc elle va augmenter de volume. Mais par contre, elle n'atteindra pas le même volume et la même légèreté que si elle avait été battue à vitesse plus lente. Donc, moi, je suggère, c'est de la battre à vitesse moyenne au maximum. Ça prend un peu plus de temps, mais le résultat est meilleur. Mais c'est difficile parce que si tu bats trop longtemps, tu obtiens du beurre. Ah ben, si on surbat, on obtient du beurre. Alors, l'avantage de battre à une vitesse plus lente, c'est que l'évolution vers le beurre se fait moins rapidement et qu'on peut mieux surveiller. Alors, de toute façon, quand on bat de la crème fraîche, on ne va pas répondre au téléphone, on ne regarde pas ses SMS, on ne regarde pas sur Internet, je ne sais quoi. On doit rester avec un œil sur le batteur. Parce que j'ai déjà vu comme ça des crèmes fraîches que les gens oubliaient en pensant que ça ne se passerait pas. Quand ils reviennent, il n'y a plus que du beurre dans le pot. Hein. Oh. Donc, il faut rester à proximité et surveiller. Alors, de nouveau, pour garder une belle tenue à la crème fraîche, et non pas l'empêcher de tourner en beurre, je précise, les professionnels utilisent des produits qui sont des stabilisateurs de crème fraîche et qui font que la crème fraîche, elle reste acceptable pendant 2 jours ou 3 jours dans les gâteaux. Hein. Ici, c'est pas nécessaire. Vous allez quand même manger le gâteau assez rapidement. Donc, une fois que votre crème fraîche est battue, vous pouvez l'utiliser. Vous mettez une première couche d'à peu près, je dirais, 1 centimètre sur la première assise de meringue. Et puis, vous disposez vos boules de glace vanille les unes à côté des autres sur la première assise. Alors, vous allez me dire, quelle taille de bûche faut-il considérer par personne? Eh bien, vous allez faire des tranches d'à peu près 5 centimètres. Donc, vous devez mettre l'équivalent d'une boule de glace vanille tous les 5 centimètres. Si vous voulez vous faciliter la tâche, qu'est-ce que vous faites? Vous faites vos boules à l'avance. À ce moment-là, je dirais 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures à l'avance, vous disposez sur un plateau qui est mis au congélateur un papier film et vous faites vos boules avec une pince à glace et vous les disposez les unes à côté des autres. C'est obligé de faire des boules? Non, on peut faire autre chose, mais l'autre solution, c'est de démouler l'entièreté de son moule à glace, de son bac à glace, et de faire des grosses tranches. Oui. Hein, ça, oui. C'est une possibilité. Mais je peux vous dire quand même beaucoup plus difficile de démouler 1 litre de glace du commerce que de faire des boules. Hein. Bah, tu le laisses 30 secondes dans de l'eau chaude et puis ça sort tout seul. Oui, mais alors ça risque de fondre, mais ça peut se faire. Oui. Donc, vous mettez vos boules ou bien vos tranches de glace sur la première assise, glace vanille pour commencer. Puis vous mettez la deuxième, vous mettez à ce moment-là un petit peu de chantilly entre les boules pour que ça tienne bien. Et puis après vous mettez la deuxième assise, vous remettez un peu de chantilly, vous mettez vos boules de glace moka, vous remettez un petit peu de chantilly entre les boules pour qu'elles ne glissent pas les unes par rapport aux autres. Vous mettez la troisième assise et puis avec une spatule, vous masquez entièrement avec de la chantilly votre bûche de Noël, je dirais aussi bien sur les 2 petits côtés que sur le grand côté évidemment. Et puis vous remettez votre bûche au réfrigérateur. Alors il va être question maintenant de garnir, de présenter cette bûche.
J'ai déjà donné dans le passé la recette du pralin maison. Oui. Ici, vous allez pouvoir faire toute une série de pralins. Soit que vous vous contentez d'un seul, soit que vous en faites plusieurs. Alors, je rappelle comment on fait. La recette de base, c'est 1 kilo d'amandes effilées pour 1 kilo de sucre. Évidemment, je vous donne les poids en kilos, mais vous pouvez très bien faire 200 grammes de l'un et 200 grammes de l'autre. Hein. Vous disposez ça sur une tôle ou sur une plaque qui va au four. Vous mettez votre four à 150, 160 degrés maximum. Vous faites sécher pendant quelques minutes, vous retournez avec une cuillère en bois, vous remettez au four, vous refaites sécher, vous remettez au four, vous refaites sécher, jusqu'à ce que vous ayez une masse uniforme et qui soit, je dirais, désagrégée en petits morceaux, en petits éléments. Oui. Vous laissez refroidir, évidemment, avant de vous en servir. On peut monter à 2 kilos de sucre par poids de fruits secs. Hein. À ce moment-là, on a quelque chose qui est beaucoup plus sucré. On peut aussi travailler avec des amandes qui ne soient plus effilées, mais qui soient en bâton. Hein, ça se vend dans le commerce, des amandes bâton. On a un autre résultat. On peut également travailler avec des amandes broyées. Donc, ce sont des amandes qui ont été concassées, qui ont été tamisées pour avoir une granulométrie, je dirais, régulière. Même procédé. On peut également travailler avec des noisettes. Hein. Oui. On trouve plus difficilement des noisettes effilées, mais ça existe. Donc, des noisettes effilées. Et on trouve également des noisettes concassées. On peut faire la même chose. On peut également utiliser non plus du sucre blanc, mais du sucre cassonade blond, de la vergeoise par exemple. On a encore un autre résultat. Et si vous voulez utiliser ce qui est pour moi le meilleur des sucres, c'est-à-dire le sucre candi noir, qu'on ne trouve quasiment qu'en Belgique, c'est malheureux, vous pouvez à ce moment-là remplacer le sucre par du candi noir, ou bien la moitié du sucre par du sucre candi noir. Mais vous ne devez plus travailler à 160 degrés parce que vous risquez de le brûler. Vous risquez, il est déjà caramélisé. Hein. Donc, à ce moment-là, vous descendez à 120, 130 degrés plutôt qu'à 150, 160. On le trouve en France sur Internet. On le trouve en France. Hein, on le trouve en France. Hein. Oui. Ce sont des paquets de 750 grammes maintenant. Malheureusement, avant, on le trouvait en paquet d'1 kilo. Et puis, bon, comme certaines sociétés, on vend toujours au même prix, mais on diminue le grammage. Hein. Et à ce moment-là, on fait une fameuse affaire. Mais c'est pour moi le meilleur des sucres. Et vous pouvez très bien utiliser à ce moment-là, par exemple, des noisettes avec ce sucre-là et des amandes, bâton avec le sucre cassonade blond ou avec de la vergeoise et des amandes effilées avec du sucre blanc. Et vous aurez à ce moment-là 3 types de garnitures différentes possibles. Alors, si vous voulez imiter, je dirais, l'écorce d'un arbre, eh bien, vous allez parsemer votre bûche de Noël avec ces 3 types de pralins maison. Et vous allez avoir un résultat extraordinaire. Hein. Vous allez avoir quelque chose où il y aura des goûts différents, il y aura des couleurs différentes, il y aura des textures différentes. Alors maintenant, présentation finale, vous allez poudrer ça avec du sucre glace. Alors on appelle du sucre glace en France ce qu'on appelle du sucre impalpable en Belgique. Il faut le faire au dernier moment, sinon le sucre se remouille. Mais il y a une astuce, c'est d'utiliser du sucre glace spécial pâtissier, du sucre décor. Alors il est connu en Belgique sous le nom de la marque Raftisnow. C'est la société Tirlemont qui le fait. Le seul problème, c'est que ça se vend par sac de 5 kilos. Donc, vous devez faire les yeux doux à votre pâtissier préféré. Vous devez lui demander pour en acheter 100 grammes. Ne lui dites pas que vous faites le dessert de Noël vous-même. Il ne sera pas content, hein. Mais vous lui dites que vous avez envie ou besoin d'avoir un petit peu de sucre glace décor et vous lui précisez bien celui qui ne fond pas à l'humidité. Et si vous êtes en bon terme avec lui, il acceptera de vous en vendre 100 grammes. Mais ne lui demandez pas ça le dernier jour, la veille de Noël ou la veille du Nouvel An. Parce qu'il sera occupé à autre chose, il n'aura pas le temps de vous le préparer. Hein. Mais si vous le faites, je dirais 8-10 jours à l'avance, il pourrait éventuellement vous accorder ce privilège. Oui, j'avais déjà même partagé ça. Tu en avais déjà parlé dans, oui, j'en avais déjà parlé. Mais j'avais déjà partagé des liens où le trouver oui. sur... c'est effectivement Tirlemont qui fait ça. Ouh là, en gros sac de 5 kilos. Oui, c'est ça le problème. Moi, j'en ai évidemment un sac de 5 kilos, puis j'en ai donné un petit peu à tout le monde de manière à partager, mais c'est vrai que ce n'est pas évident à se procurer quand on s'en sert une fois de temps en temps. Par contre, il se conserve assez longtemps, il n'y a pas de problème. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut personnaliser cette bûche de Noël? Est-ce qu'on peut mettre des petits champignons là-dessus? Quelle question. Oui, ben oui, évidemment. Les petits décors qu'on a récupérés. Au moment où on réalise sa meringue, il suffit tout simplement, comme on a une douille lisse, de faire des petits chapeaux qu'on va cuire en même temps. On peut même les parsemer avec un tout petit peu de cacao du cacao pur en poudre qu'on a mis dans une petite passoire à thé de manière à simuler des cèpes. Hein. Et puis au moment où vous terminez votre bûche, vous faites 2-3 petits pieds en chantilly sur la bûche et vous mettez les petits chapeaux et vous avez une bûche de Noël avec des petits champignons. Ah, le champignon fait maison. Fait maison également. Donc vous voyez, ce sera du plus bel effet. Et puis on peut faire des petits décors en chocolat aussi.
Alors, on peut faire des petits décors en chocolat, on peut faire des petits sapins, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut même mettre des feuilles de houx, des feuilles de rosier en chocolat. On peut même mettre une belle rose en massepain si on a envie. Donc, on peut vraiment personnaliser sa bûche. Alors, vous allez me dire maintenant avec quoi est-ce qu'on peut la servir? Je ne parle pas ici de la boisson, je parle d'accompagnement. Alors, Brésil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le moka qui représente le café, mais il y a également le rhum au Brésil. Donc, vous pouvez très bien réaliser à part une crème anglaise que vous allez parfumer au rhum. Vous pouvez également réaliser une sauce caramel ou une sauce caramel beurre salé que vous allez pouvoir parfumer au rhum. Et on trouve également dans le commerce, toujours de la marque Candico, on trouve un caramel brun que vous pouvez très bien agrémenter avec 2-3 cuillerées de rhum et utiliser une ou plusieurs de ces sauces en accompagnement de votre dessert, bien entendu. Oui, alors le sucre blanc en France s'appelle le sucre neige. Et je vois que c'est Strater qui fait ça. Oui, c'est ça. Strater. C'est pas cher. Hein. Est-ce qu'il est aussi en sac de 5 kilos? Non. 3,49 € pour un paquet, 250 grammes. Ah, voilà. Eh ben voilà. Donc voilà. ça existe, effectivement. Je mettrai un lien dans les notes de l'épisode. Et donc, pour boire avec ça, un petit vin de dessert ou du champagne? Alors moi, je prendrais un champagne brut. Pourquoi? Parce que le produit est déjà relativement sucré. Donc, la mode est un petit peu passée des champagnes demi-secs et des champagnes doux. On en trouve des Américains qui en boivent. Oui. Donc, je ne prendrai pas un champagne doux, je prendrai un champagne brut qui va faire un contraste et qui va, je dirais, entre guillemets, vous laver, vous rincer la bouche et vous la remettre à zéro. Hein. Oui. Par contre, si vous prenez un vin de type vin doux naturel, etc., plusieurs choses sont possibles. Soit un très vieux Porto, un Porto qui a au moins 20 ans, un Taoni, avec des arômes complexes. Ça pourrait très très bien marcher. Il y aura des arômes de caramel, des arômes de café, des choses comme ça. Soit dans les vins français, vous avez toujours les Banyuls, les Maury et autres vins du même style. Et puis, vous avez toujours aussi une autre possibilité, c'est tout simplement le petit verre de rhum. Un petit verre de rhum, oui. Ah oui, un petit verre de rhum, dont le rhum est un alcool sec, bien entendu. Alors, vous ne prenez pas, je dirais, un rhum banal qui n'a pas de goût. Il y a des rhums qui commencent dans les prix de la trentaine d'euros, 30-35 € la bouteille, avec des rhums extrêmement parfumés. J'en ai acheté un ici dans une... Rhum aux épices ou rhum à la vanille? On pourrait mettre des épices, mais ce rhum-là est déjà élaboré avec des épices, en fait. Il était vieilli dans des fûts de chêne qui ont contenu d'autres alcools ou d'autres vins. Et d'après ce que j'ai lu, ils avaient mis des épices dedans qui n'apparaissent évidemment pas au niveau de l'apparence, hein, ça a été filtré. Et c'est très, très parfumé, c'est très agréable. Dans ce rhum-là, il y a des arômes de vanille, il y a des arômes de caramel, il y a des arômes de toutes sortes d'épices mêlées comme ça. C'est vraiment très intéressant. Et vous pouvez très bien accompagner votre dessert avec un tout petit verre de rhum. Et vous pouvez même le mettre au congélateur pour qu'il soit ultra glacé, qu'il soit même en dessous de 0 degré. Comme la vodka, quoi. Et le boire un peu comme une vodka glacée, exactement. Oui. Mais pour ceux qui conduisent, alors, qu'est-ce qu'ils peuvent boire avec ça? Ah, bah écoutez, un bon verre d'eau pétillante. Non, ce qui pourrait très bien marcher, c'est du café également. Un petit café. Oui. Un bon café. Comme vous avez l'arôme moka, vous pouvez très bien mettre un petit peu de café, il n'y a pas de problème. Voilà, donc... J'espère que ça permettra à nos auditeurs de réaliser un petit dessert agréable. Si maintenant vous trouvez que c'est un petit peu trop complexe à monter et à réaliser, vous ne faites que 2 assises à ce moment-là. Vous faites ça non plus sous forme de bûche, mais sous forme de gâteau rond. Hein. C'est plus facile à dresser également. Et alors vous ne faites qu'une assise en bas, une assise en haut. Et vous alternez au sein de la même couche les boules de glace vanille et les boules de glace moka au sein d'une même couche plutôt que dans 2 couches différentes. Mais ça, c'est vraiment, je dirais, pour vous faciliter la vie à ce moment-là. En tout cas, nous en avons terminé pour le dessert. Et donc, après ce bon dessert et cette bonne entrée, tu avais prévu comme grosse pièce entre les deux, une pièce de gibier. Oui, parce que le gibier, ça reste quand même la viande un petit peu star des fêtes. Hein. C'est la période de la chasse ici en Europe occidentale, à l'automne et à l'hiver. Donc on trouve des gibiers de toutes sortes, on trouve bien sûr des volailles, mais on trouve également du gros gibier. Alors ici c'est un pavé. Alors je l'ai intitulé pavé de cerf, mais on peut mettre tout simplement pavé de gibier. Et puis vous appellerez ça en fonction de la viande que vous aurez choisi, que ce soit un pavé de marcassin, que ce soit un pavé de cerf, un pavé de biche, un pavé de chevreuil, un pavé de daim. Ça pourrait même être du renne. Donc c'est finalement un steak individuel, bien entendu, comme le nom le signale. Mais donc qui est cuit à la sauteuse ou à la poêle
au dernier moment, mais vous pouvez le faire en mise en place et toute la recette peut être faite en mise en place. Alors je vais vous expliquer comment vous allez procéder. En quoi est-ce qu'elle consiste d'abord? Donc une pièce de viande qui va être sautée au beurre, qui va être colorée. Il y aura d'autre part une garniture de petits légumes. Alors légumes d'automne, qu'est-ce que c'est? De la pomme grenaille, de la châtaigne, des champignons des bois. Et puis j'ai trouvé dans le commerce il y a quelques semaines un produit que je ne connaissais pas et c'est la raison pour laquelle j'ai élaboré cette recette. Ce sont des petits oignons grelots tricolores. Alors ça se vend par sachet de 500 grammes, par petit filet de 500 grammes. Et vous avez des petits oignons grelots blancs, des petits oignons grelots jaunes et des petits oignons grelots rouges. Je ne connaissais pas. Je vais être honnête, c'est nouveau. Wow. Alors, si vous n'avez pas ce genre de produit à disposition, vous ne vous tracassez pas. Vous utilisez vos petits oignons grelots blancs traditionnels. Donc, c'est pas vraiment impossible de faire la recette si on n'a pas le produit. Mais j'ai trouvé que c'était original. Alors, j'ai trouvé que c'était original au point de les traiter tous les trois différemment. Alors, entendons-nous. Si vous cuisinez pour 2 personnes, ce n'est pas à faire parce que ça va être beaucoup de chipotage. Si maintenant vous cuisinez pour 6, 8, 10 personnes, ça vaut la peine de les personnaliser. Alors, accompagnement, une sauce. Alors, je me suis inspiré un petit peu de certaines recettes de cuisine fusion et j'adore utiliser dans les sauces, je dirais, de la cuisine française, des produits, des aromates, des condiments qui viennent d'ailleurs. Et comme j'aime beaucoup la cuisine chinoise, ici, je vous propose une sauce réalisée d'abord avec du vin rouge, mais dans laquelle on va mettre une finition de 2-3 cuillerées de sauce d'origine chinoise, qui est la sauce aux haricots noirs. Alors j'aimais beaucoup une sauce qu'on ne parvient plus à trouver, qui était une sauce au poivre noir, et j'ai déjà donné une recette, si mes souvenirs sont bons, de lièvre avec une sauce au poivre noir, mais on ne parvient plus à la trouver facilement, donc ici j'ai pris la sauce aux haricots noirs. Alors je vous explique les différentes étapes et les différentes choses. D'abord, la cuisson de la viande. Vous pouvez soit la réaliser en mise en place, donc à ce moment-là, vous faites cuire vos morceaux en les gardant vers cuits, c'est-à-dire en les gardant crus à l'intérieur. Donc une belle coloration. Vous utiliserez le déglaçage de la poêle pour réaliser votre sauce. Vous mettez vos viandes, au frais, ou vous les gardez éventuellement s'il n'y a pas trop de temps entre la pré-cuisson et le service. À température ambiante, sur un plat, sur une grille avec un papier film au-dessus pour éviter que les microbes ne tombent dessus, ou que le chat ne se serve. Et vous n'aurez plus qu'à les réchauffer dans un four tiède. La sauce maintenant. La sauce peut être réalisée à l'avance également, vous n'avez plus qu'à la réchauffer. Alors en quoi consiste-t-elle? Vous allez faire réduire du Porto et du vin rouge, à peu près 1/3 de Porto pour 2/3 de vin rouge. Si vous aimez les produits un peu plus doux, vous inversez la proportion, vous mettez plus de Porto et moins de vin rouge. Vous allez ajouter du fond de viande ou du fond de gibier, ou éventuellement une base de sauce, comme on en trouve dans le commerce. Ce sont toutes ces sauces brunes que l'on trouve généralement en sachet. On vous dit, voilà, le sachet plus 2 décilitres ou 2 décilitres et demi d'eau. Vous réalisez votre base de sauce avec ça. Parce que les fonds du commerce coûtent généralement très très cher. Le professionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ce qu'on appelle une sauce poivrade. Mais faire une sauce poivrade soi-même pour 4, 6, 8 personnes, c'est une entreprise qui est beaucoup trop complexe. Donc moi je vous suggère, c'est d'utiliser tout simplement une sauce de base du commerce ou un fond du commerce. Les bocaux de fond du commerce qu'on vous vend habituellement, on vous vend ça à prix d'or. On vous vend un fond de gibier pour des 4, 5, 6 euros pour le bocal, alors que le fond n'est ni lié et n'est même pas concentré en goût. Donc pour moi le plus simple, vous utilisez la sauce du commerce, genre sauce à jus de rôti, et de toute façon, vous récupérez des sucres de cuisson, de caramélisation de la viande, donc le goût gibier, vous allez un petit peu l'obtenir comme ça. Donc vous réalisez votre sauce en faisant réduire vos vins. Quand les vins ont réduit au minimum à 1/4 de ce qu'ils étaient au niveau de la quantité du départ, vous ajoutez votre sauce de base, vous laissez un petit peu dépouiller, donc vous laissez un petit peu mijoter, vous goûtez, et puis vous ajoutez vos 2-3 cuillerées de sauce aux haricots noirs qui se vend généralement dans des pots, dans des petits bocaux, dans les magasins asiatiques ou éventuellement dans des pochettes. J'en ai acheté tout à l'heure dans ma grande surface préférée et ça se présentait sous forme de petites pochettes de sauce pour 2 personnes. Et vous en ajoutez comme ça 2 ou 3 cuillerées pour personnaliser. Attention, c'est une sauce qui est relativement salée, donc vous ne devez pas saler votre réduction et votre sauce au départ, puisque c'est le dernier produit que vous allez mettre qui va donner l'assaisonnement. Une fois que c'est fait, terminé, vous laissez votre sauce sur le côté, vous n'avez plus qu'à la réchauffer. En ce qui concerne les petits oignons maintenant.
Bon, comme je l'ai dit, il y a 3 couleurs de petits oignons. Vous allez les éplucher. Alors c'est une opération qui est un petit peu fastidieuse, mais que vous pouvez raccourcir en faisant la chose suivante, c'est-à-dire que vous pouvez très bien laisser la dernière petite peau qui est celle qui est la plus attenante à la chair de l'oignon. Les oignons seront plus jolis, et d'autre part, ce n'est pas désagréable, cette petite peau-là n'est vraiment pas désagréable à être consommée, et vous pouvez toujours, au moment où vous mangez votre petit oignon, l'enlever sur votre assiette si vous ne l'aimez pas. Alors, proposition, comment fait-on pour faire des oignons glacés? Traditionnellement, on les met en un seul lit dans une sauteuse, on mouille avec de l'eau, on ajoute une petite noisette de beurre, soit une cuillerée de miel et une pincée de sel ou une petite cuillerée de sucre. Moi, je vous suggère, c'est de les personnaliser. Alors, les blancs, vous les faites avec de l'eau et avec du sucre. Les jaunes, vous les faites avec du vin blanc, avec du miel. Et les derniers, vous les faites tout simplement avec du vin rouge ou du porto à la place de l'eau. Et vous mettez aussi du sucre de manière à avoir des petits oignons qui auront des goûts différents et qui vont garder leur couleur spécifique. Blanc, jaune orangé et rouge. Si maintenant vous n'avez pas suffisamment de convives que pour vous amuser à faire 3 traitements différents, vous ne faites qu'un seul traitement et vous mouillez tout simplement avec de l'eau de manière à avoir quelque chose d'uniforme. La seule différence, c'est que vous allez avoir une colorisation des oignons qui va s'harmoniser. La plus rouge des oignons rouges risque de donner du rouge aux autres 2 couleurs et ça sera moins joli. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir si vous personnalisez chaque cuisson d'oignon ou si vous la gardez unique. Ce que vous pouvez également faire, si vous aimez un petit peu la couleur, c'est que vous mettez un peu de grenadine dans la cuisson des oignons rouges et que vous remplacez le sucre ou le miel par de la grenadine. Ça va vous donner de nouveau quelque chose un petit peu particulier. Alors, vos petits oignons, vous les gardez aussi dans des récipients que vous pourrez mettre au micro-ondes ultérieurement et que vous n'avez plus qu'à réchauffer. Alors, vous avez la poêlée de légumes maintenant. Alors, la poêlée de légumes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des grenailles, donc des toutes petites pommes de terre. Il y a des grenailles de Noirmoutier, mais il y en a d'autres qui n'ont pas d'appellation particulière. Vous n'avez pas besoin d'énormément en quantité. Si vous avez 6 petites grenailles par personne et 6 châtaignes pré-cuites, c'est suffisant. Un petit peu de champignons, une centaine de grammes. Alors, comme champignons quoi? Banalement des champignons blancs ou des champignons bruns, mais vous pouvez mettre également des chanterelles, des pieds de mouton, des girolles et des autres champignons que vous auriez, je dirais, sous la main au moment où vous faites vos courses. Alors, les champignons, c'est ce que je vous conseillerais, c'est de cuire au dernier moment et vous réchauffez au dernier moment. En cuisant vos champignons, vous réchauffez vos grenailles que vous avez blanchies, donc que vous avez cuites en pot, et vous ajoutez les châtaignes. Et vous faites une poêlée unique avec tous ces légumes-là. Alors, la viande, soit que vous la cuisez au dernier moment, soit que vous l'avez cuite et que vous la réchauffez. Alors, comment faire pour la réchauffer? Vous prévoyez un four à température à peu près 100-120 degrés. 120 degrés, c'est bien. Vous glissez vos steaks sans aucune protection, donc pas de papier film, pas de papier alu, rien du tout. Et vous les laissez à peu près 7-8 minutes de manière à ce que la chaleur rediffuse de l'extérieur vers l'intérieur. Si vous voulez avoir, je dirais, une sûreté au niveau de la température, rien ne vaut le petit coup de thermomètre sonde dans un des steaks. Et du moment que vous atteignez la quarantaine, 45 degrés, vous aurez vos steaks qui seront saignants à l'intérieur. Le gibier peut se manger saignant. Si vous le voulez un tout petit peu plus cuit, je dirais, vous devez atteindre à ce moment-là 56 à 59 degrés à cœur. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de vos préférences. Alors, au niveau du dressage, c'est vraiment pas compliqué du tout. Vous faites une couronne avec les légumes. Donc, ça, c'est pas compliqué. Vous disposez des légumes en couronne dans la partie extérieure de la zone de dressage de l'assiette. Au centre, vous mettez le steak. Vous le nappez avec la sauce. Donc, ça, c'est pas compliqué jusque-là. Et puis, vos petits oignons, vous les disposez harmonieusement sur votre couronne de légumes, en alternant convenablement les 3 couleurs et en mettant l'équivalent de 3 petits oignons de chaque couleur par personne. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas de repas qui est prévu. Tout ce qui est dressé sur l'assiette est ce qui doit être mangé et vous n'avez rien en réserve. Si maintenant vous aimez les repas un petit peu plus pentagruéliques, au lieu de prévoir, comme je l'ai indiqué dans les proportions, 9 petits oignons par personne, vous en prévoyez une douzaine, par exemple. Au lieu de prévoir 6 châtaignes pré-cuites, vous en mettez 8 ou vous en mettez 10, et ainsi de suite pour le restant des produits. Donc, vous voyez, c'est une recette qui est très, très simple à faire et que vous pouvez même réaliser en mise en place. Ainsi, vous ne serez pas au fourneau au dernier moment pendant toute votre soirée. C'est toujours très gênant, ça, quand on passe son temps en cuisine alors que les convives sont à table. Et si on veut mettre une petite touche décorative finale, une petite feuille de persil plat huilé que vous disposez sur la viande, ça va vous donner un petit cachet en plus. Vous pourriez mettre également
quelques brins de ces germes qui sont très à la mode pour le moment. Hein, et au niveau de la couleur, ce qui serait très joli, c'est de mettre une petite pincée de germes de betterave rouge, par exemple, hein, qui sont rouges, ou bien une petite pincée de germes de chou rouge qui eux sont plutôt couleur pourpre. Voilà. Ok, et avec ça, on boit quoi? Ah, ben écoutez, traditionnellement, on boit Gibier. on boit du vin de Bourgogne, du vin rouge avec le gibier. Et pourquoi pas un Bordeaux, un Pomerol? Alors, pourquoi pas? Eh bien, justement, tu as parlé du Pomerol et c'est très bien parce que le Pomerol et le Saint-Émilion sont les vins qu'on appelle les plus bourguignons des Bordelais. Donc, ce sont Oui. des vins qui, par leur goût, se rapprochent, même s'ils ne sont pas des mêmes cépages, hein, ils se rapprochent, disons, des vins de type bourguignon, hein, le Saint-Émilion et le Pomerol, justement. Mais vous avez également des vins de Loire qui vont très bien avec le gibier. N'oublions pas que dans la région du Val-de-Loire, vous avez la Sologne qui n'est pas loin, et la Sologne, c'est une région à gibier. Hein. Mhm. Donc les vins rouges du Val-de-Loire vont très très bien aller. Moi, personnellement, ce que j'adore au niveau des vins rouges corsés, ce sont les vins de Côte-du-Rhône. Ok, donc il faut Les un vins vin rouge bien corsé, quoi. Il faut un vin rouge corsé. Les vins rouges de Côte-du-Rhône, ce sont des vins qui gagnent à être connus. Hein. Il n'y a pas que les Châteauneuf du Pape, vous avez toute une série d'autres appellations. Hein, vous regardez un petit peu dans votre rayon vin rouge Côte-du-Rhône. Puis Bon, aussi le cellier éventuellement, des papes. oui, vous achetez une bouteille, vous la goûtez avant pour être certain de votre coup. Maintenant, j'aime beaucoup également les vins du Nouveau Monde. Je suis un petit peu un partisan des vins du Nouveau Monde. Vous trouvez dans les cépages Cabernet, Sauvignon, des vins du Chili, des choses extraordinaires. Hein. Et ce Oui. sont des vins qui sont généralement très charpentés, très corsés. J'avais une discussion donc de nouveau dans ce magasin où je vais régulièrement avec un, comment dirais-je, je ne vais pas dire un représentant, mais je vais dire un monsieur qui présente des produits pour des firmes et il travaille pour une brasserie belge qui est la Chouffe. Et alors on discutait un petit peu à la fois des bières et des vins et je discutais avec lui de la teneur progressive en alcool des vins. Et je dis, les vins maintenant, surtout les vins du Nouveau Monde, deviennent un peu trop lourds, un peu trop capiteux. Ils deviennent 13,5, parfois On appelle 14%. ça des vins alcooleux parce que ils sont dans les 14 degrés pour certains. Il me dit, c'est vrai? Je dis, oui, on va aller dans le rayon. Et le rayon était à 5-6 mètres de son stand. Nous sommes allés dans le rayon et j'ai trouvé comme ça avec lui de vin qui était à 14 degrés. Je dis 14 degrés pour un vin rouge qui n'est pas un vin d'apéritif ou un vin de dessert. C'est lourd, c'est énorme, hein. Mais tu m'avais dit que c'était un moyen de relever un petit peu la bonté, le bon goût du vin. Mais c'est-à-dire que les vins, ce qui se passe, c'est que au départ, les vins, lorsqu'ils sont riches en alcool, ce sont des vins qui ont du caractère, qui sont charpentés, etc. Mais le problème, c'est que quand vous avez des vins qui deviennent trop riches en alcool, ils sont lourds, ils ne sont même plus agréables à boire. J'ai bu il y a pas longtemps un cidre qui faisait, je crois que c'était du 12 degrés, hein. C'était fait exprès, évidemment, hein. Alors il était très corsé, il était ambré, il était tout ce qu'on voulait, mais il n'était même pas agréable parce que qu'est-ce qu'on cherche dans un cidre? On cherche quelque chose qui soit fruité, qui soit un petit peu acide, qui soit élégant, qui soit léger. Et là, on arrivait tout simplement à avoir un cidre qui avait la même teneur qu'un champagne. Ça ne va pas ensemble. C'est pas dans nos habitudes. Un champagne au goût de pomme, quoi. Au goût de pomme. De même, quand on a des bières, hein, il y a des bières que j'aime énormément. Et ici, avec ce plat, on pourrait très bien mettre une bière, hein. Une bière brune d'ailleurs. Genre une chimée? Oui, bien sûr, une chimée, une bière trappiste, par exemple. Petite remarque au passage, j'ai donné ici une recette avec du Porto et du vin rouge comme base de réduction. Vous pouvez très bien mettre une bière, hein. Vous pouvez très bien mettre une bière brune. Une bière corsée, quoi. Une bière corsée, mais une brune, hein, de préférence. Vous pouvez très bien mettre une bière brune en remplacement du vin. Il n'y a pas de problème, hein. Ça marchera tout aussi bien. Une petite Bourgogne des Flandres ou une queue de charrue. Oui, ça je ne connais pas. Oui. Mais à ce moment-là, vous mettrez la même bière en accompagnement du plat que celle qui a servi à réaliser la sauce, hein. En effet. Et alors, dernière petite remarque, si vous trouvez que votre sauce a un goût, je dirais, trop corsé, trop puissant, vous pouvez très bien l'adoucir avec un tout petit peu de sucre également, hein, soit une cuillère de miel, soit un peu de mélasse, soit du sucre tout simplement, soit un petit peu de cassonade, bêtement, hein, un petit peu de cassonade brune. Vous pouvez très bien adoucir votre sauce très légèrement, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, je crois que tout est dit, hein. Voilà, donc c'est un bon petit repas festif que tu nous proposes là. Avec des ingrédients. Disons que j'étais rapidement pour les explications puisqu'on a décidé de faire les 3 recettes lors d'une même émission. Je me serais un petit peu plus étendu si on avait fait des épisodes séparés, mais bon, c'est pas grave. Avec les notes que j'ai mises en accompagnement, nos auditeurs vont pouvoir réaliser l'une ou plusieurs de ces recettes sans aucun problème, hein.
Voilà, note que je vais donc reproduire dans les notes de l'épisode que vous pouvez retrouver dans votre lecteur de podcast favori ou sur le site parlercuisine.com. Voilà. Donc, on a inséré cet épisode qu'on enregistre comme ça en vitesse avant les fêtes pour quand même vous faire profiter de l'esprit festif parce que chaque année, c'était quand même un moment clé de la saison du podcast. Et Guy, je sais qu'il attendait ce moment avec plaisir. Ah oui, c'est agréable. Il aime beaucoup les fêtes de fin d'année, il se fait plaisir parce que déjà, premièrement, tu as plein de bons ingrédients qui arrivent dans les magasins, des ingrédients que tu vois pas d'habitude. Et puis oui, c'est l'occasion de s'en mettre plein la panse. Oh là là, on dit pas ça quand même. Non, pardon, non, de se faire plaisir. On se fait plaisir. C'est l'occasion on se maîtrise. Voilà, donc c'est l'occasion de se faire plaisir. Oui, tout à fait. Et donc, on va reprendre la prochaine épisode. Ça va être le deuxième enregistrement qu'on avait fait avec Pierre Toigros, qui est toujours en production. Finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus de travail que prévu. Mais bon, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les interviews qu'on va faire. J'espère qu'on va encore en faire plus en 2019 parce que on a quelques pistes intéressantes. On a quelques beaux poissons possibles, on va dire ça comme ça. Voilà, on va partir à la pêche au gros. Non, suite à notre passage avec notre entretien avec Pierre Toigros, qui d'ailleurs te remercie pour les cadeaux que tu lui as amenés parce qu'il paraît qu'il utilise le sucre. Tu lui avais apporté du sucre Candy. On en parle tout à la fin de la version longue du deuxième épisode. Et apparemment, il est très intéressé par ce sucre-là. Il trouve ça très bon. Et donc, non, il a encore réitéré aux personnes qui ont été les intermédiaires qu'il a passé un excellent moment. Et j'espère que vous passez d'excellents moments avec nous quand même. Donc, on va essayer de reprendre le cours normal des publications à partir de janvier 2019, quand la poussière aura un petit peu retombé. Et je pense que nous allons parler d'une recette dont je vous ai envoyé le texte, qui est une recette de fondue que j'ai eue quand je suis allé faire un petit séjour pendant les vacances du mois d'août en Suisse avec mon amie Myrtha, et qui m'a déjà rappelé pour me dire mais je n'ai pas encore vu la recette sur le site, quand est-ce que c'est? Et j'ai dit mais Myrtha, on n'a pas encore publié les épisodes avec Pierre Toigros, et puis après bon voilà, mais il n'y a pas de problème, le document existe puisque je l'ai déjà envoyé à Marc. Et je pense qu'on devrait commencer l'année par cette recette-là, qui est une recette d'hiver, finalement. Excellente idée. Même si de la fondue, ça se mange à toutes les saisons en Suisse, mais enfin, c'est comme une recette d'hiver. Oui, puis on avait plein de sujets qu'on avait évoqués, puis que finalement, on doit encore... J'ai comme ça, facilement, rien qu'en y pensant maintenant, une dizaine de sujets qui sont sur le feu, ou prêts à être... Mets-les bien par écrit, Guy. Mets-les bien par écrit. Ah ils sont dans ma tête, mais enfin, c'est vrai que... Oui. Ouais, mais après Après on oublie, c'est vrai. Après les fêtes, ça va être une autre paire de manches, hein. Oui. Mais on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Surtout, si vous conduisez, ne buvez pas trop. Vous ne buvez pas, tout simplement. Ou vous faites reconduire, hein. Soyez prudent, oui, voilà. Vous prenez un Uber. Voilà, tout simplement, vous restez dormir sur place. C'est encore le meilleur moyen, non? Oui. La meilleure solution. Surtout si vous avez arrosé notre menu avec tout ce qu'on vous a dit. D'abord du vin de Loire, puis après du Côte-du-Rhône, et puis après le dessert avec du rhum. Bon, il vaut mieux rester sage. Oui, le rhum, on peut aussi le mettre dans le café. Aussi. Mais il faut dire que nous tenons à nos auditeurs, hein, donc nous espérons qu'il ne leur arrivera rien de fâcheux d'ici l'année prochaine pour les garder encore avec nous. Voilà. Voilà. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez marquer votre soutien, vous pouvez toujours vous abonner à notre page Tipeee, et j'en profite pour remercier du fond du cœur les 10 abonnés que nous avons, parce qu'on a aussi une page Patreon, et on a un auditeur qui est passé de Tipeee à Patreon parce que pour lui ça l'arrange mieux. Patreon c'est en $, Tipeee c'est en €. Et donc merci à vous qui vous êtes abonnés, merci pour votre soutien parce que ça nous permet justement de couvrir les coûts, hein, parce que tout ça a un coût, et on explique tout ça sur la page. Vous trouverez tous les détails sur le site parlercuisine.com, et puis on se retrouve aussi sur le compte Twitter, sur la page Instagram, sur la page Facebook. Les occasions ne manquent pas de prendre contact avec nous. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention, et on vous dit à l'année prochaine. Et à bientôt, et à l'année prochaine. Voilà. Au revoir.